Bonsoir, nous sommes le mardi 14 juin. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal. Comme chaque jour, nous revenons sur l'actualité locale avec nos invités, mais également les journalistes de la rédaction. Tout de suite, les titres de cette édition. Retour sur le drame de Magnanville. Hier, un policier et sa femme fonctionnaire au ministère de l'Intérieur ont été assassinés à leur domicile par Larossi Abala. Un attentat revendiqué par l'État islamique. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, était ce matin dans les Yvelines pour apporter son soutien aux fonctionnaires de police. Réaction à suivre dans cette édition. Les premières maquettes des fresques du Valibou ont été dévoilées ce week-end. 8 façades d'immeubles vont être décorées dans ce quartier de 4000 habitants d'ici 2020. Et enfin, l'été approche, il est temps pour les étudiants de trouver un job d'été. Pourquoi pas devenir un pro de la brochette? Le secteur recrute pour la saison estivale les jeunes motivés dès l'âge de 16 ans. Et c'est ce nouvel attentat qui marque l'actualité aujourd'hui. Hier soir à Magnanville, commune proche de Mantes-la-Jolie, un commandant de police et son épouse ont été tués par un homme se revendiquant de l'État islamique. Le raid a donné l'assaut dans la nuit. Le fils du couple, âgé de 3 ans, a été retrouvé indemne. Aujourd'hui, c'est la stupeur qui règne dans les communes de Magnanville, Mantes-la-Jolie, encore les Mureaux, là où les victimes résidaient et travaillaient. Retour sur ce drame avec Mélanie Poquet. Disparition tragique et acte terroriste. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, a rencontré ce matin les policiers du commissariat des Mureaux. C'est ici que travaillait le commandant de police, tué hier soir avec son épouse, secrétaire au commissariat de Mantes-la-Jolie, par un homme se revendiquant de l'État islamique. J'ai eu l'occasion d'exprimer aux policiers notre immense tristesse, toute notre compassion, de leur dire la solidarité de la République dans toutes ses forces rassemblées. Ce qui nous importe à nous tous au sein de l'appareil d'État, à la fois à la chancellerie et au ministère de l'Intérieur, c'est que nous puissions faire avancer cette enquête de manière à mettre hors d'état de nuire d'éventuels complices. Je veux dire, à la fois, nous sommes tous choqués, bien évidemment. Ils sont plus choqués encore que nous, parce que c'est quand même leurs collègues. Et c'est aussi toute l'institution. Aujourd'hui, c'est toute la police, demain, ça peut être même des élus, etc. Donc c'est vraiment ce que représente notre République. À Magnanville, commune de 6000 habitants où étaient domiciliées les victimes, le quartier résidentiel peine à retrouver sa tranquillité. On est sous le choc. Surtout que l'hélicoptère est passé au-dessus de ma maison, donc ça fait drôle. Hein. On habite juste derrière, donc on a vu le défilé de police, de sapeurs-pompiers. Et nous avons toute la nuit été choqués par tout ça. Les riverains déplacés par les forces de l'ordre durant la nuit ont réintégré leur logement. La commune a mis en place une cellule psychologique en lien avec la préfecture. Ce matin, avec ma première adjointe et mon équipe municipale et l'éducation nationale, on a mis une cellule de soutien psychologique auprès des élèves et de leurs parents, donc dans les écoles de Magnanville. Je vais mettre aussi une cellule de soutien auprès du périscolaire, de mon personnel qui est très choqué parce que le petit bonhomme, il l'avait aussi au périscolaire. L'agresseur, Larossi Abala, a été tué lors de l'assaut du raid. 3 personnes de son entourage sont en garde à vue. Une minute de silence en hommage aux 2 fonctionnaires se fera demain au commissariat des Mureaux. Et de nombreuses personnalités se sont exprimées suite à ce drame. Ils étaient nombreux à témoigner de leur soutien sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux en France, mais également dans les Yvelines, comme Monseigneur Aumônier de l'évêché de Versailles qui a apporté son soutien et sa compassion aux policiers. Pour les réactions des responsables politiques du département, rendez-vous juste après ce journal avec le 7-8 politique présenté par Wilfried Réchy. Le double homicide à Magnanville affecte d'autant plus les fonctionnaires de police déjà touchés par l'état d'urgence, les attentats de Paris en novembre dernier, également par les violences à leur rencontre lors des dernières manifestations contre le projet de loi travail. C'est ce que confie Loïc Travers, secrétaire national adjoint du syndicat Police Alliance Nationale. Il a témoigné au nom du syndicat son écœurement et son abattement face à ce drame. Il apporte tout son soutien aux fonctionnaires de police des Mureaux, également de Mantes-la-Jolie. Nous l'avons eu en interview par téléphone aujourd'hui. Écoutez. Je crois qu'à travers ce double assassinat, ce sont toutes les institutions de la République, toute la police nationale qui est endeuillée et touchée. Et on peut clairement dire aujourd'hui que rien ne sera plus comme avant. Un policier agressé à son domicile, c'est un fait nouveau, notamment dans le cadre d'un acte de terrorisme. Et le sentiment de tranquillité ou de répit
que les policiers se doivent d'avoir eh bien, voilà, après qu'ils ont effectué leur dur labeur de journée, eh bien, elle n'est plus. Et là, il y a quelque chose de très choquant sur le fait que ça devient compliqué d'assurer sa propre défense et surtout celle de sa famille. Et ce soir, différents syndicats de police sont reçus par le ministère de l'Intérieur afin que les fonctionnaires de police soient armés en tout lieu et en tout temps. C'est leur demande. Ce sera une décision qui serait prise sur la base du volontariat. Les syndicats demandent qu'elle soit effective, même en dehors de l'état d'urgence. Et prenons à présent la direction de la ville de Plaisir pour une actualité un petit peu plus légère. Les premières maquettes des fresques du Valibou ont été dévoilées. La municipalité a profité du festival Escale d'ailleurs ce samedi 11 juin au château de Plaisir pour préciser les avancées du projet. Alors pour rappel, 8 façades d'immeubles devraient être décorées dans ce quartier de 4000 habitants d'ici 2020. Découverte des premiers dessins avec Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Dondry. Les fresques du Valibou prennent forme. 3 premières maquettes ont été présentées lors du festival Escale d'ailleurs de Plaisir le week-end dernier. Les témoignages des habitants du Valibou ont permis aux artistes de réaliser ces esquisses, des fresques reflétant la mixité culturelle et sociale du quartier. Il y a 3 œuvres qui sont présentées aujourd'hui, 2 qui sont dans l'intimité, dans l'interne, l'une qui parle de l'intimité par rapport aux gens qui y vivent, par rapport au territoire de Plaisir du Grand Paris, et une autre qui parle de la poésie, de la créativité incroyable de ce quartier-là. Et ensuite, on a une œuvre qui est extérieure, vous verrez, qui a pour objectif d'attirer de manière très élégante l'attention des gens qui passeront devant et leur donner envie de rentrer. Ça représente, on va dire, toute identité, toute personne. Ça va changer l'image, surtout, du quartier. Donner un certain dynamisme aussi, donc que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau économique, puisque ça va attisser, on va dire, un certain tourisme, je l'espère d'ailleurs. Ce projet culturel rentre dans une perspective globale de la politique municipale, avec notamment des objectifs sociaux et environnementaux. C'est une réhabilitation à la fois de l'habitat, aussi au niveau de l'extérieur pour tout ce qui est bien sûr du respect de la planète, et puis le côté reconnaissance identitaire du quartier, non seulement pour le quartier, mais pour l'ensemble de la ville, puisque des fresques seront tournées vers l'intérieur pour ce côté cocooning et vers l'extérieur pour que les Plaisirois en profitent. Une nouvelle présentation devrait intervenir en septembre avant le lancement des travaux en octobre. La municipalité espère inaugurer la première fresque avant fin 2016. Et nous ouvrons une page sport à présent. Vous le savez, l'équipe d'Irlande s'installe à Versailles pendant toute la durée de l'Euro 2016. Les Verts s'entraînent au stade Montboron et séjournent au Trianon Palace à côté du château de Versailles. Des enfants ont eu la chance de les rencontrer ainsi que l'ambassadrice d'Irlande dans le cadre d'un programme scolaire. Un reportage signé Mickaël Elmidoro et Fanny Bourdillon. L'Euro de football, c'est également l'occasion de découvrir de nouvelles cultures. À Versailles, l'équipe nationale d'Irlande qui séjourne au Trianon Palace et s'entraîne au stade Montboron pendant la compétition a rencontré jeudi dernier des élèves de l'école Carnot de Versailles dans le cadre d'un projet scolaire. Les enfants ont pu interviewer et photographier les joueurs et l'ambassadrice d'Irlande. Ils sont curieux, mais ils sont aussi super bien informés au sujet de l'Irlande. Tout à l'heure, ils m'ont parlé de Saint-Patrick, de l'Irlande, de l'île Vert, de la mer de l'Irlande. Donc, ils sont très bien informés, les enfants. J'ai préparé, connaissez-vous Gordon Ramsay, donc le chef de l'hôtel. J'ai dit, est-ce que les installations sportives, s'ils aimaient? Au total, une quinzaine d'élèves ont rencontré les sportifs dans les salons du Trianon. C'est vraiment sympa comme joueur, je croyais qu'ils allaient un peu faire leur star, mais pas du tout, ils sont vraiment super accessibles. Oui. Moi c'était un des plus beaux jours de ma vie parce qu'on ne va pas tous les jours voir des joueurs de foot très célèbres faire leur entraînement et après aller au Trianon Palace, là c'est sûr c'est le plus beau jour de ma vie. Les joueurs étaient très très gentils avec les jeunes. Ils étaient ravis de rencontrer les jeunes Français surtout. Mais pour eux, ça montre quelque part l'accueil chaleureux qui est Versailles aujourd'hui. Les Irlandais resteront à Versailles au minimum jusqu'au 23 juin et la fin des phases de poule. D'autres rencontres avec les enfants pourraient être programmées si l'Irlande se qualifiait en 8e de finale.
Et concernant la Russie également installée dans les Yvelines, mais à Croissy-sur-Seine, l'UEFA vient d'annoncer que l'équipe serait disqualifiée de l'Euro si des violences arrivaient dans les stades où l'équipe joue. Lors de la rencontre face à l'Angleterre, des violences ont éclaté entre supporters au Vélodrome de Marseille, mais également dans les rues de la ville. Vous avez dû voir les images. La Russie a reçu 150 000 € d'amende de la part de l'UEFA s'il y a le moindre incident au stade Pierre-Mauroy de Lille contre la Slovaquie ou au stadium de Toulouse face au Pays de Galles lors de la phase des groupes. La Russie devra rentrer chez elle. Ce sursis restera en place jusqu'à la fin du tournoi. À noter que des supporters russes ont déjà été expulsés de France. Et France Télévisions au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, le journaliste animateur Samuel Etienne et son équipe de France 3 ont tourné ce lundi, notamment avec Jérémy Rancurel, un espoir du BMX, une séquence de Sur les terres des champions, une émission de 52 minutes pour découvrir les athlètes français sélectionnés pour les JO de Rio. Elle sera diffusée fin juillet sur la chaîne publique. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il était au micro de Mickaël Elmidoro et Nicolas Dandry. Et l'idée, c'est d'abord de comprendre les difficultés du sport. Alors là, je l'ai compris très concrètement, hein, toutes ces bosses. Et puis de faire comprendre aux téléspectateurs ce qu'est vraiment un champion. Moi, j'adore le sport. Le sport a pris ces 15 dernières années, énormément d'importance dans ma vie. La course à pied d'abord, l'endurance d'une manière générale. J'ai découvert le triathlon il y a 2 ans. Je fais beaucoup de sport, mais comme un amateur. Et ça a pris une part importante dans ma vie parce que ça m'apporte énormément humainement. Ça me change les idées d'abord. On est dans des métiers parfois un peu stressants. Et puis ça me donne de l'endurance. Donc ça me permet de tenir le coup un peu plus longtemps, en plateau par exemple. Et passons maintenant à un tout autre sujet. L'été arrive, c'est le moment de trouver un job d'été pour les étudiants afin de financer leurs études ou pourquoi pas leurs vacances. Pourquoi ne pas allier l'utile à l'agréable avec la brochette? C'est l'emblème de l'été. L'enseigne Novo Viande en produit plus d'1 million d'avril à septembre. Pour les réaliser, elle recherche actuellement une centaine de collaborateurs en Ile-de-France. Nous sommes allés découvrir le travail de brocheteur, un job d'été accessible à tous les âges, à tous les jeunes dès l'âge de 16 ans. Camille Lambert pour ce reportage. Au bœuf ou au poulet, la brochette est l'incontournable des barbecues de l'été. Stivel a 19 ans et depuis début mai, il en prépare plusieurs centaines par jour. Un emploi estival qui lui permet de financer ses études de kinésithérapie. Le matin, je commence à 6h, donc je me lève à 5h. Je viens ici, je coupe des poivrons. La viande est déjà prête par les bouchers. Et après, j'ai que à enfiler toute la journée les brochettes. Ça me plaît, je suis très content. Au début, ça me paraissait un petit peu dur et au final, on s'habitue vite et le rythme, il se prend facilement. 6 morceaux de légumes pour 5 morceaux de viande, un poids compris entre 180 et 220 grammes, la brochette est parfaitement calibrée. Plus d'1 million sont réalisés par l'enseigne d'avril à septembre. En Ile-de-France, Novo Viande recherche une centaine de collaborateurs comme Stivel, un contrat à temps partiel pouvant devenir à temps plein en fonction de la météo. On travaille en partenariat avec Météo France. On reçoit la météo tous les jours, tous les matins. Et donc en fonction de la météo, on appelle nos brocheteurs. Actuellement, dans le secteur des Yvelines, nous recherchons une vingtaine de brocheteurs. Donc si vous êtes motivé, vous êtes jeune, disponible, vous pouvez postuler. La vente de brochettes représente 20% du chiffre d'affaires de Novo Viande. Rémunéré au SMIC, le métier de brocheteur a été breveté par l'enseigne. Selon un sondage réalisé par Opinionway en 2014, 75% des Français déclarent pratiquer le barbecue. Les brochettes sont prêtes, il ne reste plus qu'à les déguster et attendre le retour du soleil. Éducation à présent, jeudi 9 juin, une cinquantaine d'élèves de terminale, la section européenne du lycée hôtelier de Guyancourt, ont reçu leur Europass lors d'une cérémonie, une manière de conclure leur formation de 3 ans. Alors l'Europass valide leur stage à l'étranger effectué en 2015, une expérience professionnelle de 2 mois réalisée au sein d'établissements reconnus en Irlande, en Écosse ou notamment en Estonie dans des hôtels et des places de 4 ou 5 étoiles. La filière section européenne permet de sensibiliser les jeunes à la citoyenneté européenne, de renforcer leur anglais et de devenir plus autonome. On écoute les réactions des professeurs, mais aussi des élèves. Ça clôt l'année scolaire, ce n'est pas diplômant, mais c'est juste une valorisation de leur expérience professionnelle. C'est un moment fort de leur scolarité, c'est un moment où on se retrouve, où on va fêter quelque chose un peu de collaboratif, d'agréable. Ça permet d'avoir la réussite, d'avoir accompli ce qu'on a fait pendant ces 3 ans. Donc je trouve que c'est une belle concrétisation. C'est formidable, ça fait 3 ans que je suis ici, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait un stage à l'étranger, donc qui s'est super bien passé, et j'ai fait mes 2 autres stages en France qui sont super bien passés. Voilà.
Et il est temps à présent de passer à notre entretien. Le 22 juin, c'est la journée nationale sur la réflexion du don et de la greffe d'organes. Pour nous en parler en plateau avec nous ce soir, Cécile Masfranc. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors vous êtes infirmière coordinatrice à l'hôpital de Versailles, donc notamment sur le don d'organes. Alors parlez-nous de cette journée du 22 juin. Quel est un petit peu le but ? Alors, la journée du 22 juin, elle est à l'initiative de l'Agence de la biomédecine, qui est un organe d'État qui gère tout ce qui est don et greffe en France. Le but, c'est de sensibiliser les gens au fait qu'il faut parler de son choix, donneur ou pas, si on souhaite donner ou pas ses organes après sa mort. L'important, c'est de le dire à ses proches. Et cette journée, elle permet au grand public d'avoir un maximum d'informations sur le don d'organes pour qu'ils puissent faire leur choix et en parler à leurs proches. Alors justement, il faut qu'on explique un petit peu comment on se déclare donneur, parce qu'au début, tout le monde est donneur d'organes, il faut se signifier pour ne pas justement donner ses organes. C'est un petit peu compliqué à comprendre. Oui, voilà. Alors en fait, il y a deux façons de donner ses organes. Il y a les donneurs du vivant. Et donc là, c'est une démarche active où il faut se déclarer donneur auprès d'une personne qui est en attente de greffe, c'est quelqu'un qu'on connaît. Et puis il y a les donneurs après le décès. Et ça, c'est 80% des greffes en France sont faites suite à des donneurs décédés. Et là, la loi dit qu'on est tous donneurs présumés en France, sauf si on s'y est opposé de son vivant. Pour s'y opposer, il y a deux façons de le faire. Le registre national des refus, qui est géré par l'Agence de la biomédecine, auquel il faut aller s'y inscrire si on ne souhaite pas donner ses organes après sa mort. Et la deuxième façon, c'est d'en parler à ses proches, de dire à ses proches, quand je serai mort, je ne souhaite pas donner mes organes. Parce qu'on le voyait à l'image, donc la carte de donneur d'organes n'a pas de valeur officielle. C'est ça, la carte de donneur d'organes n'a pas de valeur légale. Elle nous permet d'entamer la discussion avec les proches, puisque s'il arrive quelque chose à quelqu'un, on va aller voir ses proches pour savoir s'il était donneur ou pas d'organes. Moi, l'infirmière coordinatrice et le médecin réanimateur. Et quand on retrouve une carte de don d'organes dans le portefeuille, ça nous donne un petit peu ça permet d'être un levier pour entamer la discussion. Voilà. Donc finalement, les modalités à remplir, c'est simplement en parler à sa famille, en parler à ses proches. C'est la chose la plus importante à faire si on souhaite donner ses organes, c'est d'en parler à ses proches. Alors comme pour le don du sang, est-ce que vous avez besoin d'un certain nombre de dons par an, peut-être par mois ? Quels sont les besoins en France ? En France, au 1er juin 2016, il y avait plus de 13 000 personnes en attente de dons d'organes, tout organes confondus. Et en 2015, on a pu faire un petit peu plus de 5 700 greffes. Ce chiffre ne cesse d'augmenter tous les ans, mais en parallèle, la liste d'attente d'organes augmente plus vite que les dons qu'on fait par an. Sachant que le nombre de donneurs, tous ne sont pas prélevés, c'est 1 sur 2 ? C'est ça. Alors, encore une fois, il y a les deux sortes de donneurs. 80% des donneurs sont des donneurs décédés. C'est une mort qui est un petit peu particulière, c'est la mort encéphalique, c'est-à-dire que le cerveau est détruit, mais que le cœur continue à battre. La personne est bien décédée. Et donc, chez ces morts encéphaliques, c'est seulement 1% des décès en France, donc c'est une mort très particulière. Et chez ces patients en état de mort encéphalique, on ne prélève que la moitié de ces personnes. Seulement la moitié de ces personnes peuvent faire un don d'organes pour différentes raisons, mais notamment aussi parce qu'on retrouve une opposition des proches, parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de la personne défunte. Alors on l'a vu avec les attentats de Paris en novembre dernier, il y a eu beaucoup de donneurs de sang qui se sont manifestés volontairement. Est-ce qu'il y a eu le même effet pour justement les dons d'organes ? Il y a eu plus de gens qui ont signifié qu'ils acceptaient leur famille. Vous avez ressenti ce phénomène ? Il n'y a pas eu vraiment de phénomène, de vague, de demande plus d'informations ou de cartes de donneurs. Par rapport aux attentats, c'est moins significatif parce que suite aux attentats, il y a les personnes blessées qui avaient besoin de sang, mais les personnes blessées, elles n'avaient pas besoin d'organes à l'instant T. Donc il n'y a pas eu cet effet boomerang. Alors le 22 juin, vous organisez des initiatives sur tout le territoire, notamment l'hôpital de Versailles. Comment ça va se passer ? C'est une journée d'information, c'est ça ? Oui, alors à l'hôpital de Versailles, le 22 juin, entre 9h et 17h, on tiendra un stand d'information, l'équipe de la coordination hospitalière, qui est ouvert bien sûr au grand public. Toutes les personnes qui viendront visiter une personne malade ou qui viendront en consultation à l'hôpital de Versailles peuvent s'arrêter à notre stand et puis on leur donnera les informations qu'ils le souhaitent, leur donner les modalités pour s'inscrire sur le registre national des refus s'ils le souhaitent ou leur fournir une carte de don d'organes si eux-mêmes sont donneurs. Est-ce que vous sentez que le sujet a évolué, que c'est peut-être moins tabou le don d'organes en France ou que ça reste quand même compliqué ?
Ça reste compliqué à aborder avec les familles. Ça reste un sujet difficile parce qu'on parle de la mort. Et donc, en France, ça reste quelque chose un peu tabou. Les gens ne disent pas, quand je serai mort, je souhaiterais donner mes organes ou je souhaiterais être enterré, incinéré. C'est quelque chose qu'on parle difficilement au sein de la famille. Cependant, on trouve quand même, il y a quand même une évolution par rapport à ça, et notamment avec les jeunes générations qui sont tout à fait ouverts à la discussion et voilà, qui cherchent un maximum d'informations. Vous essayez justement d'en parler avec les lycéens, les collégiens, même si voilà, c'est un sujet qui est quand même sensible. On fait de l'information dans les collèges et les lycées des environs à partir de la 3e, parce que pour s'inscrire, pour le registre national des refus, on peut aller s'y inscrire à partir de l'âge de 13 ans. Et pour nous, c'est important que les jeunes soient informés sur ce sujet pour qu'ils puissent prendre une décision en toute connaissance de cause. Alors une dernière question avant de terminer cet entretien. La situation dans les Yvelines, est-ce qu'il y a des inégalités territoriales? Est-ce que les Yvelines est un département où voilà, il y a plus ou moins de dons d'organes? Il n'y a pas moins de dons d'organes. En Ile-de-France, on a un taux de refus qui est un petit peu plus élevé que dans le reste de la France. En France, il y a 33% de refus. C'est un chiffre qui est assez important. En Ile-de-France, on n'est pas loin des 37%. Mais c'est surtout les gens qui sont en attente en Ile-de-France. Quand on est en attente d'un organe, l'attente est plus longue lorsqu'on habite en Ile-de-France que lorsqu'on habite dans le reste de la France. Merci beaucoup Cécile Masseron d'être venue sur notre plateau et de nous avoir répondu à nos questions. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Je le rappelle, la journée nationale sur la réflexion et la greffe du don d'organes, c'est le 22 juin dans toute la France. Merci à vous. Et nous continuons à parler santé. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Le FS a organisé pour l'occasion différentes initiatives. Et ce mardi 14 juin, une collecte a eu lieu à l'hôtel de ville d'Elancourt. Plus d'une cinquantaine de personnes se sont déplacées pour l'occasion. Le FS avait lancé le 2 juin dernier un appel d'urgence en prévision des besoins pour cet été, mais aussi en raison de l'Euro 2016. L'établissement français du sang a besoin de 10 000 dons journaliers. Chaque année, ce sont 1 million de patients qui sont soignés grâce aux collectes. Écoutez les réactions recueillies sur place par Camille Lambert. Il est certain qu'on a toujours besoin de produits sanguins. Il y a quand même des maladies qui se soignent uniquement avec des produits sanguins. On n'a pas d'autre solution. Pour les personnes qui ont de l'anémie, les personnes qui sont opérées, les personnes qui ont un déficit congénital en facteur de coagulation, on n'a que les produits sanguins. Il y a tellement de gens qui ont besoin de sang pour les opérations. Pour participer aux nécessités qu'il y a en sang pour ceux qui en ont besoin au moment où je peux moi me permettre de donner. Et pour terminer ce journal, prenons la direction de Bois d'Arcy. Samedi dernier, la commune organisait à la ferme du Tremblay la fête de la nature. Au programme de la journée, ateliers de greffage d'arbres, bourse aux plantes ou encore jeux de loi géants sur le thème des déchets. Un reportage signé Cathy Lemoelle et Patrick Jacques de Dixmude. Découvrir ou redécouvrir les richesses naturelles de sa région et savoir en prendre soin, c'était l'objectif de la seconde édition de la fête de la nature. Elle s'est tenue samedi 11 juin à Bois d'Arcy, une manifestation initiée depuis 2015 par les jeunes de la ville. C'est les jeunes du conseil municipal qui ont décidé en fait de mettre en place cette fête de la nature. Ça fait longtemps qu'ils en parlaient, ils avaient vraiment à cœur de mettre en place un vrai projet sur l'environnement. Bourse aux plantes, ateliers et animations, une douzaine de stands étaient proposés. Les visiteurs ont pu notamment s'initier à la réalisation d'une greffe ou encore donner une deuxième vie à des objets inutilisés, voire jetés dans la nature. On essaye un petit peu de mettre en garde les personnes, effectivement, de faire attention et de montrer par divers stands qui sont ici présents que voilà, il faut y faire attention et qu'on a tous la possibilité à notre niveau de faire quelque chose. Après avoir diffusé en 2015 le film Home, cette année, c'est son réalisateur Yann Arthus Bertrand qui a été invité. Il est venu tenir une conférence sur le thème de la nature et du développement durable. Quand on parle environnement, on pense souvent à ces films qui sont vraiment avant-gardistes parce que c'était vraiment un des premiers à avoir fait à grande échelle au niveau de la planète des mises en garde très importantes. Près de 500 personnes sont venues fêter la nature. Une journée clôturée par une soirée de concert. Face à ce succès, une 3e édition est déjà envisagée.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite. Vous retrouvez Wilfried Richy pour le 7-8 politique. Il sera notamment question des attentats de Magnanville. Il reviendra avec différentes réactions des personnalités politiques du département. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite une excellente soirée.